La vita fa presto a riformare dei vincoli che prendono il posto di quelli da cui ci si sente liberati. Qualunque cosa si faccia e ovunque si vada, dei muri ci si levano intorno creati da noi, dapprima riparo e subito prigione. La vie fait vite à réformer des contraintes qui prennent la place de celles dont se sent libéré. Quelqu'un que nous faisons et partout où l'on va, des murs s'élèvent autour de nous, créés par nous. Tout d'abord des abris et tout de suite des prisons. Bonsoir, bienvenue. Avec une phrase des Archives du Nord de Marguerite Yourcenar et sur les notes du Clair de Lune de Debussy, nous commençons cette rencontre qui est consacrée à l'un des défis plus évidents de nos jours. La rencontre intitulée Au-delà des murs, qu'on a voulu et préparée avec Paolo Magri, directeur de l'Institut pour la politique internationale, et Monica Maggioni, qui ne peut pas être ici aujourd'hui à cause d'une question personnelle qu'elle n'a pas pu prévoir. Elle m'a dit de vous confier ce mot. J'aurais voulu être ici aujourd'hui avec vous, mais je ne peux pas. Mais ce raconte est le résultat d'un travail que nous faisons ensemble à partir de l'espace mur, jusqu'ici dans cette grande salle qui nous amènera des voix, des images, des sons et des témoins, avec des expériences de vie et des histoires et des vocations diverses. Peut-être nous n'allons pas trouver toutes les réponses et certainement pas des solutions, mais tout cela nous offre l'espace de la complexité. Au revoir à tout le monde. Donc, la construction des murs. Hommes qui, comme vous avez entendu, que se protègent avec des murs, mais qui deviennent tout de suite des prisons. La dimension du mur caractérise beaucoup d'environnements de l'expérience humaine. Le mur est parfois physique, mais il est aussi le limite de la connaissance, une barrière d'inéquité, une barrière pour la communication, ce qui sépare les hommes d'autres hommes. Donc, nous allons faire un voyage ensemble, enrichi de toutes les images, le son, les voix et témoins. Des témoins que nous avons impliqués dans cette rencontre, nous avons invités. Ils sont des protagonistes du meeting de ce jour. Quelqu'un, après cette rencontre, aura une autre rencontre après, à 19 h. Mais que on a voulu recueillir, rassembler pour construire ensemble cette occasion de réflexion sur le thème, sur le sujet des murs et sur l'au-delà des murs. Donc, je vais poser la première question à Monseigneur Tomasi. Avec quel mur vous avez été confronté? Quels sont les murs que vous devez affronter? Je ne vais pas présenter tous les invités à chaque fois. Vous allez voir leur nom sur l'écran pour favoriser cette conversation et cet espace partagé. Donc, Votre Excellence, vous allez me pardonner si je ne liste pas votre biographie, qui est très longue, mais surtout parce que vous êtes déjà connu par les participants au meeting, parce que depuis des années, vous participez à notre conférence. Les murs dans notre vie sont nombreux. Nous les trouvons dans différentes circonstances, environnements, quand nous avons des difficultés. Nous parlons de murs de nouvelles migrations qui peuvent créer des problèmes où le mur
de la non-communication entre personnes. Et je dirais qu'il y a deux attitudes, deux approches de fond que chacun de nous peut adopter consciemment ou inconsciemment. Tout d'abord, le premier est une ouverture vers l'autre, où l'on trouve une voie pour défendre sa propre identité et son histoire à travers l'ouverture et la rencontre avec d'autres personnes. La deuxième attitude est celle qui nous fait protéger de l'autre. Je me renferme à moi-même. Le premier est donc une attitude d'ouverture et la deuxième de fermeture. Ce que j'ai trouvé compliqué est un défi personnel. Le service diplomatique du Saint-Siège. Dans les rapports avec la communauté internationale, on peut travailler ensemble pour protéger les droits de l'homme, en essayant de négocier des situations difficiles pour éviter des conflits graves, en cherchant de créer les prémices pour un développement équitable dans les pays plus pauvres. Sur tout ce thème, on peut converger, même sur des projets opérationnels très efficaces. Mais on arrive à un moment où le chemin commun se termine. C'est les moments où nous mettons sur la planche la possibilité, je ne dis pas l'imposition, mais la possibilité d'un discours religieux. Alors, ce mur psychologique est un faux pudeur qui bloque le courage d'affronter les sentiments les plus profonds d'une personne. S'agit-il d'une mauvaise volonté de ne pas vouloir affronter les valeurs ultimes qui peuvent donner une signification à notre vie? La question qui émerge donc continuellement est: est-ce qu'on peut franchir ce mur? Et si cela est possible, comment nous pouvons nous confronter à l'intuition plus profonde que chaque personne a par rapport à ses valeurs ultimes, à ceux qui donnent sens véritablement à sa vie, qui donnent la capacité d'interpréter les événements quotidiens et les événements extraordinaires de façon cohérente et qui restent en ligne avec l'identité de chaque personne. Nous allons laisser un peu de suspense sur cette question. Nous allons maintenant voir un type de mur. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Immagini e suoni. C'est des images, des sons et des musiques très très célèbres, bien sûr pour certaines générations comme la mienne. Pour ces générations, pour notre génération, la chute du mur de Berlin est le symbole de la fin des murs, les symboles d'une Europe sans mur. C'était les années de Jean-Paul II, vécu comme un élément clé, un protagoniste clé de cette accélération historique improviste. On va entendre comme Joaquín Navarro Valls, qui était au meeting plusieurs fois, qui était pendant des années le visage de cette époque de Jean-Paul II.
on va voir comment il le racontait à ce moment-là. Le mur n'est pas tombé avec une armée, mais parce que les personnes ont perdu la peur. Alors que tout était étonné, pour eux, c'était quelque chose, pour lui, c'était quelque chose qui devait se passer. Je me rappelle le message de Reagan dans ces années qui voyait les choses d'un point de vue différent. Il appelait l'Union soviétique l'empire du mal. Le pape ne l'aurait jamais appelé comme ça. Le langage était différent. Le langage du pape était capable d'enlever la peur des gens et de faire accroître l'espérance, l'espoir. Le pape et Cole qui traversaient la porte de Brandenburg après la chute du mur. Il était très content de ça pour la signification qu'il avait, non pas seulement pour l'Allemagne qui ouvrait ses portes à la réunification, mais pour tous les peuples qui, pendant ces années, redécouvraient la liberté, c'est-à-dire être maîtres de leur destin. Les grands problèmes humains, les tragédies humaines ne se résolvent pas avec la violence, mais grâce aux idées qui remplissent de sens la vie des personnes. Era quella appunto una stagione. On vivait une époque où l'on croyait que un monde sans mur s'ouvrait, une époque d'ouverture, de possibilités. Mais nous avons vu que pendant les années suivantes et ces dernières années, beaucoup de personnes ont recommencé à construire des murs. Voyez et entendez cette vidéo. Must embrace our values and love our people. Embrace our values and love our people. And yes, we will build the wall. We've already started planning. It will be. Nous allons construire un mur. Nous l'avons déjà planifié. Nous allons construire un mur. Nous en avons besoin. Paolo, le mur de Trump, vous entendez? Vous entendez? Voilà. Le mur de Trump avec la Mexique, le mur annoncé de Trump ne serait seulement une barrière physique, tangible entre deux pays voisins et partenaires pour beaucoup de temps. Ce ne serait seulement le plus grand mur du monde, 3300 km, mais il serait aussi l'un des piliers d'une stratégie politique, d'un message politique construit par cet homme, ce président, autour de murs. Celui du Mexique, c'était le mur tangible, mais il y a déjà des murs intangibles. Celui dans la société, à l'intérieur de la société américaine, entre les Blancs, les Natifs et tous les autres qui peuplent les États-Unis. Les murs reconstruits avec Cuba et les murs annoncés intangibles du commerce international. J'ai dit mur annoncé parce que ce n'est pas dit que ce mur qui est très important pour Trump sera vraiment réalisé, surtout si rapidement comme Trump le souhaite.
Il y a tout d'abord de résistance et des doutes parmi beaucoup de personnes à l'intérieur des États-Unis à propos de son utilité, parce qu'il existe déjà un mur entre les États-Unis et le Mexique qui couvre un tiers de kilomètres prévus par Trump, où il y a déjà donc un mur et les montagnes qui existent déjà en tant que frontière. Aux États-Unis, il y a déjà 11 millions de travailleurs et des immigrés. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas malgré les barrières qui existent. Quelqu'un a des résistances à propos de l'impact économique de cette barrière, de ce mur. Les immigrés aux États-Unis font des travaux sous-payés qui aident beaucoup les secteurs agricoles et d'autres secteurs. Ils payent 12 milliards de taxes par an, donc ils ont un rôle important. Un centre de recherche conservateur américain a estimé que si le mur serait réalisé avec les expulsions, les États-Unis perdraient 2 points du PIB. Ce qui n'est pas souhaité par Trump. Après, il y a aussi des conséquences à niveau politique. Il serait un problème, un gros coup pour les Mexicains. Et si une position très dure de Trump pourrait amener au pouvoir Obrador au Mexique, qui a une politique très dure, serait vraiment probable. Donc, les États-Unis n'ont pas intérêt à stimuler cela dans un pays voisin. Comment le doute se traduise dans la société américaine? On ne trouve pas l'argent. Trump a seulement 1,6 milliard et il lutte avec le Congrès pour insérer les coûts du mur dans le bilan de l'année prochaine. Il n'arrive pas à faire ça. Et en arrivant hier, il a dit que s'il n'y aura pas le mur, il n'approuvera pas le bilan et il arrivera à un shutdown. Donc, ce n'est pas sûr que le mur sera réalisé, mais les dommages et les dégâts seront avec nous de toute façon. Alejandro Marius est arrivé de Caracas, au Venezuela. C'est un applaudissement pour son voyage. Quel est le mur que tu dois affronter, que tu vois? Merci. Tout d'abord, je vais dire que en regardant la vidéo, quand on disait que le mur de Berlin est terminé quand les gens ont perdu la peur, je veux dire que mon mur est la peur. La peur, tout d'abord, de dire ce que je pense. Je n'ajoute rien. À ne pas avoir la liberté, la peur de ne pas avoir la liberté de dire ce que je pense. L'autocensure. Il y a différents visages de ce mur. La peur à niveau personnel. Caracas est l'une des villes les plus dangereuses au monde. L'année dernière, il y a eu 28 000 morts. Dans les 5 dernières années, 150 000 morts de meurtres. Donc, plus de morts par rapport aux 8 ans de la guerre en Irak. Donc, je pleure tous les jours pour mes 4 enfants, pour ma femme, pour mes collaborateurs, parce que l'une de mes filles a été attaquée dans une rue à côté de chez nous pour que les voleurs voulaient voler son portable. Donc, j'ai peur de sortir le soir à 8 heures. Il n'y a plus rien. Il y a des endroits où l'on ne peut pas aller. J'ai peur de mes collaborateurs et tous les soirs, pour mes collaborateurs, tous les soirs sur WhatsApp, on nous dit à quelle heure nous arrivons chez nous parce que on sait qu'il pourrait y avoir beaucoup de difficultés avant d'arriver. L'autre peur, c'est la peur de la maladie parce qu'on n'a pas de médicaments. J'ai découvert l'intention d'aller dans 3, 4, 5 maladies pour ne pas trouver les médicaments pour l'allergie de mes enfants.
tu commences à avoir peur pour la vie de ta fille, pour quelque chose que dans d'autres endroits serait plus normal. Après, il y a la peur de travailler avec le public. Il y a 8 ans, on a commencé une œuvre sociale. Nous travaillons avec aucun gouvernement local ou régional ou national. On n'est pas lié à aucun parti de toute orientation politique parce qu'il s'agit d'une société tellement polarisée que travailler avec un signifie aller contre l'autre. Nous voulons maintenir notre identité pour pouvoir aider tous ceux qui veulent se former au travail indépendamment de leurs idées et de leurs opinions. Voilà donc le visage, les facettes qui engendrent cette peur en moi-même. La peur de ne pas avoir une vie normale. Merci. Alessandro Rosina, il y a aussi d'autres murs, des murs entre les générations qui font l'objet de tes études. Oui, nous devons consacrer une attention particulière à abattre les murs qui ne consentent pas à nouvelles générations de parvenir à l'avenir qu'ils désirent. À partir de mon expérience personnelle, je voudrais partir d'une chanson, d'un film et d'un livre. La chanson et le film dérivent du même œuvre de Pink Floyd et le livre Les villes invisibles de Calvino. Chacun de nous est un acteur et chacun de nous décide dans sa vie où installer sa brique, un petit brique. On peut poser notre brique sur un autre mur pour le renforcer ou on peut décider de le placer dans un pont pour permettre aux personnes qui suivent d'aller plus loin. Donc le mur, pour moi, une personne qui veut être un mur est quelqu'un qui se ferme par rapport à quelque chose qui est nouveau. L'Europe, pendant ces siècles les plus sombres, est l'Europe du Moyen-Âge, dominée par la peur, par l'insécurité qui se ferme. Et le symbole de cette Europe, ce sont les villes entourées par des murs toujours plus hauts. Alors que l'Europe dans laquelle nous nous reconnaissons, c'est l'Europe de la Renaissance, l'Europe qui était le berceau de l'art, de la science, de la culture, du commerce. Et le symbole de cette Europe peut être Venise, qui est une ville créée qui est constituée de ponts et qui est devenue un pont elle-même. Un pont entre l'Occident et l'Orient, entre deux cultures qui ne voulaient pas s'anéantir mutuellement, mais qui voulaient se comprendre, se connaître mieux. Et cette idée de se connaître entre cultures est représentée de façon incroyable dans Ville invisible de Italo Calvino, dans le dialogue entre Kublai Khan et Marco Polo. Donc c'est à nous de décider de ce que nous voulons faire avec notre brique. Si nous voulons laisser un héritage aux générations futures, un monde où les murs sont toujours plus hauts, ou si un monde où il y a des ponts toujours plus solides et qui nous permettent d'aller plus loin. Voilà, alors qu'on décide où ces petits briques doivent être mis. Je voudrais partir d'un petit épisode personnel qui m'est arrivé il y a plus de 20 ans, en 1956. Je me suis rendue pour la première fois en Afrique. À l'époque, je venais terminer mes études universitaires et voilà, je commençais à travailler auprès de AVSI. Après 20 ans et après 200 voyages en Afrique, je peux dire maintenant que ce premier voyage, je n'avais rien compris de l'Afrique. D'ailleurs, j'étais allée en Ouganda, je vais visiter plusieurs projets d'AVSI. Le dernier jour, j'étais allée voir M. Thiboni, un missionnaire
missionnaire, j'imagine pas mal de vous le connaissent déjà, qui a contribué pas mal à la présence missionnaire en Ouganda. Et alors, avant de me... Il me demanda à l'époque, combien de paires de chaussures tu as? Deux. Très bien. Et alors, un paire de chaussures, tu la laisses ici, tu me la donnes et je peux la donner à des Africains qui en ont besoin. Alors voilà un petit épisode peut-être trivial qui a l'air d'être trivial, tout simple, m'a commencé à me faire réfléchir sur le fait que la question du développement était une question qui soit me touchait directement, soit il y avait un engagement personnel venant de moi, ou alors voilà, ça n'avait aucun sens. Ce petit épisode, en effet, c'était comme une fissure qui, au fil des années, a fait écrouler en moi un mur. C'est-à-dire, la géographie a été renversée, la distance entre moi, qui, quelque part, essaye de faire quelque chose pour ces réalités, pour ces populations, donc les bénéficiaires, finalement, et le reste n'existe plus. Parce qu'en fait, il est facile de penser que toi, tu fais quelque chose, que sais-je, un service, une activité, un projet pour eux. En réalité, le mur qui est tombé est le mur qui a transformé le pour eux avec eux. Même plus, j'oserais ajouter. Au fond, je le fais pour moi-même. La question du développement, bref, c'est une question qui touche la personne, qui implique le changement de la personne, donc mon changement pour commencer. Parce qu'en fait, le mur de l'idéologie, c'est lui qui est tombé. Penser que le problème du développement, c'est quelque chose, voilà, le problème de la pauvreté qu'on résolve avec des politiques et rien d'autre. Or, on parle de personnes, des personnes qui ont de graves problèmes, mais qui, au fond, sont comme toi, sont la même chose. Alors, ce que j'ai appris pendant 20 ans, et beaucoup plus que ce que j'ai donné. Voilà le véritable mur qui est tombé, le mur de l'idéologie, lié au fait que tu penses que le problème du développement, c'est un problème uniquement de nature politique et non pas un problème qui concerne nous directement. Aujourd'hui, après 20 ans, ce qu'à l'époque me semblait une petite intuition me fait dire que le problème des migrants, finalement, c'est cette question qu'elle met en exergue. Il n'y a plus un nous et eux. Nous sommes tous ensemble parce que, justement, ils arrivent et ils nous posent des questions dans nos maisons, ils nous posent des problèmes, ils questionnent, ils posent des questions. Et alors voilà que le monde développé de l'époque et nous, il y avait une distance, mais finalement cette distance n'est plus là, ce mur est tombé. Giampaolo Silvestre a parlé d'Ouganda et c'est d'Ouganda que la sœur Rosemary vient. Alors nous la prions de nous raconter quel est le mur qu'elle se trouve devant Ajaccio. Elle parlera anglais, donc il y a la traduction qui s'en vient dans la salle et le français en cabine. Tout d'abord, être une femme africaine. Strange terminology. Voilà, le mur, c'est quelque chose de très difficile à surmonter. C'est quelque chose d'étrange aussi comme terme, parce que là d'où je viens, nous vivons dans des cabanes circulaires. Et il n'y a aucun besoin de se protéger des autres parce que les autres, nous les voulons. Et lorsque j'ai commencé à entendre parler de ce mur en construction, j'ai pensé, ce mur est tellement grand et jusqu'à quel point arrivera-t-il? Et qui le construit? Et pourquoi? Pour quelles raisons?
Qu'est-ce qui se cache derrière ce mur? Si nous regardons avec attention, c'est le mur de l'égoïsme, le mur de l'incapacité d'accepter les autres. Par ce mur, nous cherchons à garder les autres à distance. C'est pas pour des raisons de sécurité qu'on construit ce mur. Si nous considérons que le mur puisse nous protéger, nous mettre en sécurité, eh bien, alors ce n'est qu'une sécurité imaginaire. Le mur pourra attirer l'attention, d'autant plus qu'il sera haut. Lorsqu'on construit un mur, on donne l'idée on donne envie, on donne envie aux autres de venir voir ce qu'il y a en deçà de ce mur. Donc voilà, je viens d'une zone tout proche, tout près du Congo. Il y a beaucoup de postes de douane. Nous sommes arrêtés là. Mais jamais j'ai vu un fonctionnaire au travail. Tout simplement, les gens transitent, voilà, aller-retour vers l'Ouganda, sort de l'Ouganda, fait ce qu'il doit. Nous avons trouvé une façon de créer des chemins, des sentiers que les autorités jamais vont découvrir. Et alors, je voudrais poser une question. Combien d'argent faut-il pour construire ce mur? Cet argent ne pourrait-il pas être utilisé pour lutter contre les maladies en Afrique? Oui, ceux qui meurent pendant des années pour la malaria. Voilà, une véritable plaie pendant des années. Et nous devons aussi nous rappeler que si nous construisons, eh bien, nous avons vu des grandes nations s'écrouler. Et donc, personne ne peut construire de mur si pas Dieu. Alors, Voilà, Paolo, nous avons entendu plusieurs aspects concernant les murs. Même Sœur Rosemary disait combien d'argent, combien faut-il pour construire un mur. Alors, quel est le mur d'après toi, le plus grand, le plus important et peut-être le plus dangereux, le plus difficile, le plus complexe à affronter aujourd'hui? Moi, je pense et je crains que ce que nous construisons en ce moment silencieusement par rapport à l'islam, c'est bien ça le mur le plus haut, le plus élevé, le plus dangereux. Du 11 septembre, depuis les 3 dernières années, avec tous les attentats qui sont arrivés, en nous, même si nous raisonnons, même si nous élaborons tout ça, nous avons peur, nous avons peur. Oui, nous refusons le monde islamique et les présences islamiques. Nous ne sommes pas, vous n'êtes pas, voilà, les personnes qui vont à une rencontre glorieuse d'un parti séparatiste. Alors voilà, si pendant les dernières années, c'est ça qu'il faudrait se demander, est-ce que peut-être vous n'êtes pas retrouvé dans une voilà dans une ville et vous avez eu peur qu'il y avait quelque part quelques personnes islamistes. Est-ce que vous n'avez peut-être jamais eu peur de vous retrouver dans le train et vous demander mon Dieu, qu'est-ce qui se passe maintenant, où est-ce qu'ils sont, etc. Donc voilà, cette méfiance profonde qui légitimement fait rage
Eh bien, c'est ça qui est en train de construire des murs. C'est un thème délicat et complexe à la fois. Et voilà, par exemple, l'attention avec laquelle le pape François et non pas d'autres leaders politiques, je ne mentionne même pas, est très attentif lorsqu'il parle de ces sujets-là. Voilà, il fait très attention quand il parle d'islam, islamisme, l'islamisme, radicalisme, religion, guerre de religion. Et c'est un thème délicat et complexe, comme je le disais, parce qu'il touche l'opinion publique par rapport auquel nous nous efforçons de donner des éléments pour un bon raisonnement. Nous nous efforçons de dire, en considérant les attentats les plus récents, que c'est vrai, tous les tueurs étaient des islamistes. Mais finalement, l'islam, si nous, on va voir leur CV, leurs expériences, etc., on voit que c'était une petite expérience vraiment marginale. Oui, ils sont convertis, ce sont des petits délinquants. Bon, ils sont radicalisés en ligne en quelques mois seulement. Voilà, nous nous efforçons de façon plus sophistiquée de chercher à expliquer que nous ne sommes pas face à une radicalisation de l'islam, mais à une islamisation du radicalisme. Donc voilà, un petit peu d'islam comme ça, pulvérisé sur ces jeunes qui, pour des raisons X, psychologiques et autres, sont prêts à se lancer. Alors voilà, en regardant les chiffres, en regardant les statistiques, on parle aujourd'hui de 50 personnes qui ont entrepris des attentats dans une communauté en Europe avec 50 000 personnes. N'oublions pas que dans l'Union européenne, ça veut dire 16 millions. Alors, voilà, dans un sondage, on demande 20% de ces gens viennent d'Italie. Or, c'est 4% en réalité. Mais on se sent tellement envahi que ces statistiques sont dopées. Beaucoup d'Italiens disent être hostiles par rapport à l'islam. Bon, tout cela pour dire et conclure que le défi est important. L'hostilité ne permet pas d'être froid, de faire de bonnes politiques d'intégration. Imaginez ce que c'est que l'Italie. En Italie, le débat sur le fait de donner la citoyenneté italienne à ceux qui naissent d'office en Italie. Donc, voilà, cela, il y a de l'hostilité par rapport à ça au sein de notre société, mais aussi, finalement, c'est la chose qu'on retrouve entre les États. Il y a des dizaines de pays islamistes par rapport auxquels les hostilités grandissent, et on parle d'un quart de la population mondiale. Donc, par rapport à ta question, quel est le défi le plus délicat et le plus complexe? C'est bien ça, je pense. Et alors, voilà, cela nous interroge, nous demande un effort aux personnes de bonne volonté, mais il faut aussi également condamner ces communautés islamistes, dans ce sens qu'il ne faut pas... On sait très bien qu'ils sont contraires à ces gens, aux attentats, mais ils doivent aussi sortir de leur timidité, ils doivent être plus persuadés et conscientes que eux, c'est les premières victimes, et donc ils doivent effectivement donner une voix plus forte à ce risque qui concerne leur société aussi. Ora
Paragona. Maintenant, représente-toi notre nature selon qu'elle a été instruite ou ne l'a pas été, sous des traits de ce genre. Imagine deux hommes dans une demeure souterraine, une caverne, avec une large entrée ouverte dans toute sa longueur à la lumière. Ils sont là, les jambes et les coudes enchaînés depuis leur enfance, de sorte qu'ils soient immobiles et ne regardent que ce qui est devant eux. Leur chaîne les empêche de tourner la tête. La lumière leur parvient d'un feu qui, loin sur en hauteur, brûle derrière eux. Et entre le feu et les prisonniers s'élève un chemin, en travers duquel imagine qu'un petit mur a été dressé, semblable aux cloisons que de montreurs de marionnettes placent devant le public, au-dessus desquels ils font voir leurs marionnettes. « Je vois, » il dit. Imagine le long du mur des hommes qui portent toutes sortes d'objets qui dépassent le mur. Des statuettes d'hommes et d'animaux en pierre, en bois, faits de toutes sortes de matériaux. Parmi ces porteurs, naturellement, il y en a qui parlent et d'autres qui se taisent. Voilà un étrange tableau et d'étranges prisonniers. Ils nous rassemblent. Ils nous rassemblent. Penses-tu que de tels hommes aient vu d'eux-mêmes et des uns et des autres autre chose que les ombres projetées par le feu sur la paroi de la caverne qui leur fait face? Comment cela se pourrait-il, en effet, s'ils sont forcés de tenir la tête immobile pendant toute leur vie? Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce mur? Pourquoi ça vaut la peine de s'efforcer de le surmonter? Comment traverse-t-on ce mur, Monseigneur Tomasi? Vous nous aviez laissé tout à l'heure aussi en suspens par rapport à votre question précédente. Je ne sais pas si vous voulez reprendre à partir de ce suspense, mais vous êtes ici le maître de la situation. Vous pouvez vous faire à votre guise. Bon, je pense qu'au-delà de murs, on peut retrouver des questions difficiles. Quand j'étais jeune prêtre, j'avais décidé une fois d'aller avec un groupe d'immigrés mexicains la nuit, traverser la frontière pour accéder aux États-Unis d'Amérique. Nous l'avons fait. Donc, voilà, on faisait la petite cuisine le soir en attendant la nuit sombre arrive, tombe. Et puis, voilà, nous marchions, voilà, il y avait un filet là qu'il fallait bien traverser, qui sépare le canyon Zapata, notamment cette vallée qui sépare le Mexique des États-Unis, et on entrait aux États-Unis. Voilà. Depuis lors, une question me surgit à l'esprit. Le mur, peut-on le traverser? Ou alors, oui, on peut le traverser, mais entre la légalité et l'éthique, quelle est notre position? C'est ça des questions difficiles qui suscitent l'au-delà des murs. Il y a des murs d'intransigeance au dialogue, des murs de pauvreté et économique que nous avons du mal à déchiffrer. Cependant, il faut les affronter et il faut aller de l'avant. Donc, retrouver la raison pour laquelle ces murs ne doivent plus exister. Et c'est là qu'une pensée différente se déclenche. C'est une dimension nouvelle qui se déclenche, celle qui enrichit la personne humaine, qui ouvre, voilà, et des parcours de solidarité peuvent être ouvertes. Et donc, nous tous, nous pouvons faire en sorte que les murs n'existent plus. Alejandro, quelle est ta réponse à cette question? Qu'est-ce qu'il y a au-delà du mur? Le mur, toi, tu l'as raconté d'une façon très émouvante tout à l'heure.
Oui, en effet, j'ai entendu les autres et j'ai pensé, le mur, ou plutôt, la peur te fait construire des murs à différents niveaux. Par exemple, au niveau de la liberté d'expression, de l'autocensure. Je ne parlerai pas de ce qui génère la peur, justement pour cette raison. Il est clair qu'il y a un défi, là, le défi d'aller jusqu'au bout des conséquences que tu veux dire sans voilà, traîner dans des éléments spécifiques. Lorsque tu as quelques mots à dire, tu dois pour être bref, tu dois raisonner davantage sur ce que tu vas dire en synthèse. Et puis, la violence personnelle. Alors, dans la première intervention, vous, toi, tu as dit que lui, c'est le maître de la situation. Donc, voilà, lui était rapide. Et alors, moi, je prends 5 secondes de moins pour parler davantage. Parce que pour moi, un épisode très intéressant était le suivant. Au Venezuela, comme vous le savez, ces derniers mois, nous avons eu beaucoup d'affrontements, des répressions. Il y a des groupes qui ne sont pas d'accord avec la position du gouvernement et qui pensent qu'avec la violence, les problèmes peuvent être résolus. Il y a pas mal de jeunes dans les rues qui ont cette opinion des choses. Et alors, parfois, ils se retrouvent devant le supermarché, ils demandent à manger, ils demandent à manger pour la résistance. Et alors, moi, je les ai toujours ignorés parce que je ne suis pas d'accord sur le fait que la violence puisse être une forme pour changer les choses. Mais une fois, j'étais là, je sortais avec mes filles qui ont peur de tous ces gens. Et moi, j'ai dit, vous allez rentrer vite dans la voiture et moi, je parle à ces gens. Alors voilà, je me suis entretenue avec eux et j'ai dit, mais écoute, mais si moi, je te donne quelque chose à manger, toi, le soir, tu vas faire quoi? Ben, c'est un autre qui vient. Et demain, encore un autre. Et après-demain, encore un autre. Et voilà, quand ton objectif et quand l'objectif, le changement du système sera un objectif rejoint, qu'est-ce que tu feras? Réponse, je ne sais pas. Alors, vraiment, je dis, voilà, je connais une personne qui peut t'offrir des opportunités. Qu'est-ce que tu faisais, toi, avant? Moi, je travaillais dans la mécanique. Et, et alors, voilà que plusieurs personnes sont arrivées sur place et j'ai découvert dans leurs yeux que leur vrai désir n'était pas changer le système ou utiliser la violence pour. Mais ce qui manquait, c'était une possibilité, un parcours d'opportunité pour eux. Donc, leur désir, on allait bien les regarder dans leurs yeux, j'ai compris, c'était donc, d'ailleurs, ils avaient leur même peur. Moi, j'ai gagné, donc, eux, ils ont gagné. Il y a tout un parcours à faire, un travail à faire, mais c'est très intéressant. Avec mes filles, lorsque je préparais cette rencontre, qui est un défi pour moi, je les ai interrogés sur le thème de la peur. Ils m'ont dit, mais écoute, papa, pour nous, maintenant, c'est l'habitude. Le pardon, ça devient pour nous normal, une habitude. Parce que finalement, on ne sait pas si demain, notre compagne, notre copine de classe, et avec qui j'ai peut-être travaillé à l'école. Je rentre chez moi, je ne sais même pas si je la vois le jour après. Si j'ai eu un problème en classe, je dois la pardonner parce que sinon, après-demain, elle part ou il va y avoir un problème et demain, je ne sais même pas si je vais la revoir. Ce qui est très beau. Sur le thème des opportunités, voilà, nous faisons de la formation professionnelle aux jeunes et le fait de comprendre que la violence s'en vient parce que des opportunités sont manquantes et donc aller rencontrer des jeunes qui se droguent, qui sont des délinquants, qui ont besoin de formation, qui n'ont pas de compétences, mais qui travaillent dans le bois, qui peuvent travailler dans la mécanique, c'est déjà une façon de gagner, de surmonter le mur, d'aller jusqu'au bout des problèmes et cela peut donc aller aux sources de cette violence. Je conclus avec 2 éléments. Le thème des médicaments dont je parlais tout à l'heure. Dans le monde, les Vénézuéliens, les Italiens, les Espagnols constituent un réseau international de solidarité se servant des moyens que Monseigneur connaît, non traditionnels, disons,
font arriver les médicaments au Venezuela. Donc, c'est eux qui rendent cela possible. Lorsque toi, tu as un problème de la sorte, il y a des personnes avec une sensibilité telle qu'ils te permettent, grâce à la solidarité même, de trouver une solution partielle, certes, mais une solution au problème. Donc, la peur, moi, je ressens que ce sont des murs par intuition, mais après qu'on les a surmontés, par certitude. Mais finalement, on avance et on avance, les murs tombent, mais voilà, il y en a d'autres qui s'en viennent, qui s'élèvent. Bon, c'est pas que moi, j'ai gagné un match, hein, parce qu'il y en a d'autres qui s'élèvent, je veux dire, d'autres murs. Et dans notre cœur, il faut toujours quelque chose qui nous pousse à aller vers l'autre, à la rencontre de l'autre, et donc en surmontant des murs. C'est comme jouer non pas à la défense, mais à l'attaque pour gagner le match, et donc aller vers l'autre, à l'encontre de l'autre, parce que c'est là la certitude. Ce qui te fait du mal a la même nature que toi. Et alors, tu peux trouver du positif dans toutes circonstances qui fait du bien à ta vie. On réutilisera cette petite partie de temps que Alejandro a utilisée grâce à l'autorisation de M. Nior Tomasi. On va le reprendre avec M. Rosina, qui est très ponctuel et très synthétique. Je vais essayer d'être à l'auteur de cette attente. Qu'est-ce qu'il y a au-delà du mur? Pourquoi ça vaut le coup d'aller au-delà de ce mur? Je me lie à ce qu'on vient de dire. Au-delà du mur, il y a nos désirs. Parce que les murs nous rendent prisonniers de nos peurs. Donc, aller au-delà du mur signifie libérer notre désir de pouvoir construire une vie meilleure. Saisir le défi, relever le défi de construire une vie meilleure. Les désirs gagnent tout le temps contre les peurs. Ils sont plus forts que les peurs. Donc, s'il y a quelqu'un qui souffle sur les peurs, nous, au contraire, nous devons nourrir le désir. Je reviens à une phrase de Italo Calvino. Quand tu élèves un mur, pense à ceux que tu laisses au-delà, en dehors. Ceux que nous laissons en dehors, ce sont les désirs. Le désir est toujours lié à un monde meilleur à construire. Donc, je termine. Je reviens donc au point central. Si nous démantelons le mur, nous aurons plus de briques pour construire des ponts qui peuvent nous amener à un avenir désirable. Je vous l'avais dit, il est très synthétique. Gianpaolo? Je dois dire que ce que j'ai trouvé, ce que j'ai cherché à abattre le mur de l'idéologie a été une grande plaine, parce que sans l'idéologie, on gagne une ouverture à collaborer avec tous, c'est-à-dire la possibilité de travailler avec toute personne qui a le désir de parcourir un morceau du voyage avec toi, sans censure, sans préjugés. Dans le monde du développement, dans le domaine du développement, nous comprenons qu'on ne peut pas parvenir à nos résultats tout seul. Il faut collaborer avec les ONG, les États, les associations. Il faut qu'une collaboration naît à partir d'un désir, à partir des personnes. De ce point de vue, je voudrais citer une phrase qui me rassure beaucoup du pape François, parce que pour le travail que je fais est très utile. Il a prononcé à Florence en 2015 en conférence de l'Église italienne. Rappelez-vous, en outre, que la façon meilleure pour dialoguer n'est pas ce de parler et de discuter, mais ce de faire quelque chose ensemble, de construire ensemble, de faire des projets, non pas seuls entre catholiques, mais ensemble à tous ceux
à tous les hommes de bonne volonté, sans la peur de effectuer l'exode nécessaire à tout dialogue. Sinon, cela ne sera pas possible de comprendre les raisons de l'autre et de comprendre que le frère compte plus que les positions que nous jugeons loin de nôtres, même s'ils sont des authentiques certitudes. Il est nos frères. Seulement si nous commençons d'une expérience de ce type, nous pourrons finalement dépasser les murs, même le mur de l'islam. L'expérience que nous faisons dans les pays musulmans où nous travaillons nous dit que c'est possible de collaborer si l'on part de la possibilité de faire quelque chose ensemble, quelque chose de petit peut-être, mais qui contribue au bien commun et qui part des personnes. Nous avons vécu des expériences très belles dans des zones musulmanes comme la zone de Bekaa, qui est contrôlée par les Hezbollah. Là, ensemble, nous arrivons à faire quelque chose ensemble parce qu'il y a ce désir et cette volonté. Sœur Rosemary, nous savons que tous les jours, vous franchissez des murs dont vous avez parlé avant. Qu'est-ce que vous trouvez au-delà? Je vois que le mur crée des nouvelles formes de problèmes. Parce que au-delà du mur, quand nous restons trop de temps au-delà du mur, nous pourrons penser que la nourriture de notre mère est meilleure. Mais nous ne comprenons pas qu'il y a d'autres personnes qui vivent une vie meilleure. Nous n'arrivons pas à comprendre la réalité. Le fait que ces personnes peuvent enrichir notre culture. Nous construisons des murs en donnant des appellatifs. Donc, en appelant des gens avec le nom de leur religion. En réalité, quand Dieu nous a créés, il n'a pas dit « Rosemary était catholique ». Il n'a pas dit « Tu es un musulman ». Et quand on est devant Dieu, je crois toujours qu'il pourrait toujours nous demander « Qui t'a dit finalement que tu es catholique et que lui, il est musulman ?» Pour éviter d'autres problèmes dans l'avenir, nous devons apprendre à accepter les personnes. Nous devons savoir que cette personne va rentrer dans nos maisons et que cette personne vont nous enrichir. Je crois que le mur va créer un espace réduit. Il pourrait nous rendre aveugles. Il peut rendre notre horizon encore plus petit, plus réduit. Je crois que nous tous, nous devrions nous ouvrir davantage, plus. Et c'est ce dont je pense quand je parle de tolérance. C'est cela que j'entends par tolérance. Paolo, dans la géographie du monde, qu'est-ce que tu vois au-delà du mur? Le mur est quelque chose de haut et à partir de quelque chose de haut, on peut regarder loin si on ne reste pas à la base. Si l'on cherchait de monter sur le mur qu'on est en train de construire par rapport aux migrants, si de l'auteur de ces murs, on verrait des personnes désespérées. Et si l'on regarde plus loin, on voit les conflits et la faim
qui sont les situations que ces gens échappent pour venir chez nous. Je ne suis pas optimiste à propos de notre capacité de mieux gérer les conflits, mais je suis un peu plus optimiste à l'engagement qu'on pourrait avoir à propos du thème du développement. Parce que le débat sur le développement, pour des raisons utilitaires, c'est-à-dire arrêter les migrants, est arrivé jusqu'aux salles les plus importantes du gouvernement. Avant, il était marginalisé à ceux qui s'occupaient de développement, les organisations. Mais maintenant, il y a les gouvernements qui discutent pour une stratégie de développement pour bloquer les migrants. Mais cherchons de voir la positivité de cette situation. C'est-à-dire espérer qu'il y ait une nouvelle phase des relations avec l'Afrique. Ce n'est pas facile parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs dans le passé. L'argent qu'on veut utiliser pour les aider chez eux, comme l'on dit souvent, sont très peu. Nous n'avons pas assez de ressources, mais il y a de nouveaux éléments. Et si nous tous, nous allons consacrer notre attention au développement, puis se traduire dans de l'argent pour des frontières plus solides, non seulement cela, mais du mur, quelque chose de positif pourrait naître. Nous avons construit ce conte, cette histoire, grâce à beaucoup de voix, de témoignages, d'images, de sons, d'évocations, pour chercher à nous aider à monter sur ce mur, chercher à regarder au-delà et de peut-être le franchir pour découvrir ce qu'il y a au-delà, comme tous nos invités nous ont raconté il y a quelques minutes, avec des mots et des réflexions très belles. Il y a des événements, des faits. On n'a pas raconté seulement des solutions théoriques, mais c'est une invitation à parcourir ce chemin du mur à au-delà du mur, parce qu'il y a des dimensions de faits qui nous aident, que nous pouvons regarder pour être soutenus dans ce chemin. Sans présomption, je crois que le meeting aussi est l'un de ces faits, parmi beaucoup de faits. Et le meeting aussi a besoin d'être soutenu par vous tous pour nous permettre de continuer à vivre ce type de gestes, de pouvoir profiter de notre compagnie, de l'intelligence et expérience de ces personnes. Il y a différents kiosques dans le meeting où vous trouverez, vous aurez la possibilité de faire des dons au meeting pour permettre la construction de cet espace. Il y a aussi d'autres dimensions. L'une des dimensions les plus grandes est la dimension de l'art, de la musique. Nous avons entendu la ballade de Isaïe et dans cette partie finale, nous allons écouter quelque chose d'autre. La musique nous aide à comprendre le sens profond de la beauté. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de nous faire accompagner dans ce petit voyage par des voix, des expériences, des mots très importants, très profonds, des images, des vidéos et de l'art et musique. Bonsoir à tous. J'ai beaucoup de la chance de travailler avec la musique. Je vis en Israël avec beaucoup des personnes qui proviennent de beaucoup de pays du monde, de la Russie, de la Turquie, de l'Amérique, de la Chine, du Brésil, vraiment de partout. Quand nous jouons ensemble, quelque chose de grand se passe, quelque chose de mystérieux, de grand, de vrai, qui
conquiert nos cœurs. Je pense très souvent à un ami qui joue de l'oboé, qui change son visage pendant qu'il joue son instrument. La musique ouvre notre cœur à beaucoup de questions. Je peux dire qu'il est évident que notre cœur, mon cœur, quand il rencontre quelque chose de vrai et de beau, est touché, est conquis. Et la musique est un instrument privilégié pour me faire demander qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette beauté. Pour cette raison, je vous propose d'écouter un dernier morceau qui s'appelle « Manque », composé pour une orchestre, composé par mon frère Emanuele, qui nous allons jouer au concert demain soir. Je vous invite chaleureusement. Il est un morceau auquel je suis très liée, parce que si je ne me contente pas de ce que j'ai, ce qui m'unit à mes amis de Tel Aviv est le manque pour lequel mon cœur est fait. Bene. Bien. Correre immagini dei murales di Banksy, celeberrimo in tutto il mondo. Pour parler, on a parlé de murs dans le monde, mais la musique les surmonte tous. Je voudrais remercier tout un chacun. Ces remerciements ne sont pas
de la formalité, des formalismes, je dirais de faire un grand applaudissement à nos intervenants. Nous espérons vous avoir accompagnés pendant ce voyage. Monseigneur Tomasi, Alessandro Rosina, Alessandro Mario, Giampaolo Silvestro, Sœur Rosemary Paolo Magri, Giampaolo Bartolino qui a lu les textes. Il joue dans la compagnie de Emmaüs un spectacle qui se fait tous les jours à côté de l'exposition sur la Terre Sainte. Bernadette Lorusso fera un concert demain soir. Elle vous a déjà invité à 21h45 à l'Arena Spettacoli. Je voudrais également associer mes remerciements et de tout un chacun à Chiara Longo Bifano, Silvia Santarelle, Caterina Migono et bien sûr à Paolo Magri et à Monica Maggioni que nous saluons. Bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne soirée.